Bonjour, je m'appelle Caleb Monroe, j'ai 25 ans et j'ai récemment quitté une ville isolée du Montana pour m'installer en ville. Cette transition est le changement de vie le plus important que j'ai vécu jusqu'à présent, et il y a des jours où j'ai du mal à l'accepter. J'ai passé mes premières années parmi plus de vaches que d'humains, à parcourir des chemins de terre et de vastes champs sous le chant symphonique des grillons la nuit. Mon enfance a été paisible et simple. Malheureusement, mes parents ont été absents de ma vie. Mon père est parti avant ma naissance et ma mère a succombé à l'alcoolisme peu après. À mes 10 ans, elle avait disparu. Une insuffisance hépatique était officiellement la cause de son décès. Mais en réalité, c'est le chagrin, contenu dans une bouteille, qui l'a emporté. Par la suite, mes grands-parents, Marilyn et Dwight, sont devenus mes tuteurs. Ils ont été mes piliers, m'apprenant la cuisine, la prière, l'empathie et le travail acharné. Mon grand-père m'a inculqué les valeurs de l'assiduité et de la ponctualité à travers nos tâches communes. Réparer les clôtures, nettoyer les outils et respecter un emploi du temps régulier. L'école était mon refuge face à cette dure réalité. Je travaillais avec assiduité, non par passion pour les livres, mais parce que je comprenais que c'était le seul moyen d'échapper à un destin où les aspirations s'éteignaient silencieusement. Échapper à une vie confinée dans un tel endroit était une chose que je ne voulais pas. Lorsque j'ai réussi à être admis dans une petite université grâce à une bourse, mes grands-parents étaient les personnes les plus heureuses du monde. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai saisi une opportunité de stage dans une importante entreprise technologique de la ville. Je me souviens encore très bien avoir préparé un simple sac de voyage, avoir serré ma grand-mère dans mes bras en larmes et avoir trouvé un billet de $100 froissé glissé dans ma poche par mon grand-père, par mesure de précaution. Je me suis juré de réussir. Je leur ai assuré que je ne laisserais pas passer cette chance, et je ne l'ai pas fait. Les premières semaines en ville ont été intimidantes, bruyantes, rapides et inhabituelles. Pourtant, j'arrivais tôt, je partais tard, je me taisais, et j'apprenais. C'est à cette époque que j'ai croisé Renée Harper. C'était une femme de 32 ans, d'une intelligence vive, qui savait valoriser les gens avec discrétion. Dès mon 2e jour, elle a remarqué que je me débattais avec un système de reporting qui m'était inconnu. Sans même demander, elle a placé une chaise à côté de la mienne et a remarqué « Vous semblez être quelqu'un qui ne demande pas d'aide. » J'ai esquissé un sourire gêné et acquiescé d'un signe de tête. Elle a ri et a continué « Heureusement pour vous, j'aime apporter mon aide. » Dès cet instant, Renée a assumé mon rôle de guide officieux. Elle ne s'est pas contentée de m'instruire sur des points techniques. Elle m'a éclairé sur le fonctionnement interne du bureau, sur qui compter, quelles réunions étaient cruciales et quels clients étaient problématiques. Elle m'a protégé des innombrables petites erreurs que j'étais sur le point de commettre. Cependant, elle ne m'a jamais ridiculisé. Au contraire, elle m'a fait sentir comprise. J'ai pris goût à nos déjeuners, à ces brèves promenades au café du coin, ou aux conversations tranquilles près de la machine à café avant l'arrivée de l'équipe. Elle m'a raconté des anecdotes de ses débuts dans l'entreprise, détaillant ses doutes et son apprentissage de l'affirmation de soi. J'écoutais attentivement tout ce qu'elle disait, non seulement pour améliorer mon travail, mais aussi parce que sa voix apportait une stabilité au milieu du tumulte des événements récents de ma vie. Un vendredi soir, je me suis retrouvé à travailler tard sur un projet. La plupart des employés étaient repartis. Renée est restée dans son bureau, les murs transparents projetant une douce lueur sous les lumières tamisées du plafond. En partant, elle s'est arrêtée près de mon bureau et a commenté « Vous semblez travailler sans relâche toute la journée. Allons faire un tour. » Nous nous sommes aventurés dans la petite cour à l'arrière du bâtiment. C'était tranquille, avec quelques bancs, des arbres, un endroit qui semblait éloigné du bureau malgré la distance. Nous nous sommes assis sur un banc. Et au bout d'un moment, j'ai parlé plus que j'ai écouté. J'ai raconté des histoires de chez moi, de la légendaire tarte au citron de Marilyn, de la fierté inébranlable de Dwight et de ma première peur lors de ma première semaine ici, lorsque j'ai dû manger du thon en boîte, ne sachant pas quoi acheter à l'épicerie. Elle émit un léger rire, puis devint sérieuse. Tu possèdes une compassion sincère, Caleb, un trait de caractère rare. Je suis resté sans voix, car de tels sentiments ne m'avaient jamais été adressés auparavant. Alors que nous rentrions tranquillement ce soir-là, j'ai observé le regard de Renée vers moi, un mélange de chaleur et de prudence,
laissant deviner des pensées qu'elle refusait d'exprimer. Je me suis abstenu de toute indiscrétion, lui témoignant le respect qu'elle méritait, car je connaissais son statut marital. L'alliance qu'elle portait en était le témoignage silencieux. Cependant, une situation se dessinait, que je ne parvenais pas à déchiffrer. Les semaines suivantes ont passé rapidement. Je n'ai plus trébuché en tant que novice. J'ai trouvé mon rythme, compris l'éthique de l'entreprise, accompli mes tâches rapidement, et même reçu des regards approbateurs de la part des cadres supérieurs. Pourtant, malgré tous ces changements, Renée est restée une présence constante. Elle prenait toujours le temps de nous accorder de brèves conversations, même lors de ses journées les plus chargées. Il faut dire que j'appréciais ces interactions plus que tout autre aspect de mon travail. Elle parvenait à me faire rire sans effort, à susciter mes réflexions, et à observer subtilement les changements, comme lorsque je changeais de cahier ou m'abstenais de café pendant une semaine. Des choses auxquelles personne n'avait jamais prêté autant d'attention auparavant. Pas vraiment comme ça. Ce n'était pas une connexion physique entre nous. C'était plus qu'une simple relation professionnelle. Si vous ne consultiez pas votre téléphone à minuit pour un message de votre mentor, alors quelque chose avait certainement changé. Un après-midi, nous nous sommes retrouvés seuls dans la salle de pause, car la plupart de l'équipe était à un événement de réseautage. Nous sommes restés pour respecter notre échéance. Et, après une longue journée, Renée nous a proposé de sortir prendre l'air. C'était le printemps, une brise fraîche, et les arbres refleurissaient. Nous nous sommes assis sur le même banc, dans la cour, derrière le bâtiment. Moi essayant de décompresser, Renée assise tranquillement, les mains jointes sur les genoux, le regard fixé sur le mur de briques devant nous. Après une courte pause, elle exprima ses pensées. « Tu ne te poses jamais de questions sur le timing ?» demanda-t-elle. « Je veux dire, comment la vie aurait pu tourner si nous nous étions rencontrés à un autre moment ?» Je répondis d'un hochement de tête. « Oui, assez souvent. » Son regard baissa brièvement avant de se tourner vers moi, mais j'observais sa main gauche posée sans rien faire, tandis que sa main droite dissimulait subtilement son alliance. Puis elle exprima la vérité qui semblait mûrir depuis un certain temps. J'aurais aimé que nos chemins se croisent plus tôt. C'était un sentiment dénué de flirt ou de séduction, plutôt teinté de mélancolie. Au début, je me suis retrouvé sans voix. Une multitude de pensées tourbillonnaient dans mon esprit. Mon cœur battait fort, mais je gardais un ton calme. « Renée, murmurai-je, tu es mariée. » Elle acquiesça d'un hochement de tête lent. « Je le sais. » Après avoir repris mon souffle, j'ai continué. « Tu as toujours été bon pour moi, gentil et encourageant, et je t'en suis sincèrement reconnaissant. Cependant, je viens d'un foyer brisé. Je me suis souvenu de la désintégration de ma mère lorsque mon père nous a abandonnés. Je me suis juré de ne jamais causer une telle souffrance à quelqu'un d'autre. » Elle ne se défendit pas et ne tenta pas de s'expliquer. Elle contempla ses mains en silence. « Je ne suis pas contente, Caleb, » murmura-t-elle doucement. « Ça fait des années. » C'était la première fois qu'elle révélait quelque chose d'aussi intime. Elle révéla que son mari, Darren, était autrefois un homme bien, plein de gentillesse et d'ambition. Ses parents le tenaient en haute estime. Cependant, une fois mariés et installés dans leur propre maison, tout changea. Il abandonna son travail, passa plus de temps avec d'anciennes connaissances, disparut des nuits entières. Les communications avec elle se raréfièrent, les interactions quasi inexistantes. Les problèmes financiers s'accumulèrent, mais il ne montra guère d'intérêt à trouver une solution. Elle nourrissait des soupçons d'infidélité, mais manquait de preuves. Chaque fois qu'elle essayait de parler de leur avenir, de leurs finances ou de leur thérapie, il la ridiculisait ou la réduisait au silence. Elle me regardait avec lassitude. J'ai l'impression de cohabiter avec un inconnu, et je fais comme si tout allait bien parce que mes parents croyaient tellement en nous. Je ne veux pas les décevoir. Je ne savais pas quoi dire. Au début, ma réaction fut la fureur, non pas envers elle, mais envers la situation difficile, et l'homme qui possédait une personne comme elle tout en gaspillant cette opportunité. J'observais sa retenue, son sourire quotidien. Je ne pus lui offrir que ce que j'avais dit. Je ne suis pas un oracle, Renée, et je ne ferai pas semblant d'être au courant de ta situation. Pourtant, si jamais tu as besoin de soutien, de quelqu'un sans jugement, je suis prête. Quel que soit ton choix, je l'honorerai. Elle répondit. Merci.
Nous restâmes ensuite dans un silence paisible. Pas de théâtre, pas d'explosions émotionnelles, simplement deux individus subissant silencieusement le cœur de la ville, suspendus entre le passé et un avenir inaccessible. À notre retour, l'atmosphère semblait différente, pas défavorable, juste plus consistante. Après ce jour-là, elle n'aborda plus jamais le sujet, et moi non plus. Cependant, quelque chose avait changé. Nous n'avions pas franchi de limite ce jour-là, mais nous l'avions abordé de près. Les semaines qui suivirent furent calmes, mais pas au sens serein du terme. Le silence qui régnait dans notre espace commun semblait dense et inexprimé. René et moi continuions de collaborer et de partager nos habitudes, comme nos cafés du matin, nos notes lors des réunions ennuyeuses et cette remarque sarcastique qui nous faisait sourire. Pourtant, ce n'était plus la dynamique habituelle. Un changement s'était installé après sa remarque. J'aurais aimé qu'on se rencontre plus tôt. Cette phrase persistait entre nous, comme un brouillard. Elle s'abstenait d'y revenir, et j'admirais sa discrétion. Pourtant, son regard lorsqu'elle l'avait prononcé et ses tentatives subtiles pour dissimuler sa bague m'étaient restées en mémoire. Une fissure semblait s'être ouverte en elle ce jour-là, et même si je n'exprimais pas mes sentiments à voix haute, une fracture résonnait aussi en moi. Pendant le trajet du retour, je me suis surpris à penser à elle, à sa fatigue matinale, à sa nervosité lorsque son téléphone vibrait et à ses sourires hésitants. C'était comme si elle habitait deux mondes, l'un où elle fonctionnait, l'autre où elle se contentait d'exister. Pourtant, je gardais mes distances. Je ne voulais pas être celui qui compliquait sa vie. Elle avait besoin de réconfort, peut-être de compréhension. Si rester à distance lui permettait de respirer plus facilement, j'étais prêt à le faire. Par la suite, elle a disparu. Au début, je n'y ai guère prêté attention. On pouvait tomber malade ou avoir besoin de congé. Le premier jour de son absence, j'ai supposé qu'elle avait peut-être besoin de repos. Le deuxième jour, je lui ai envoyé un SMS simplement pour prendre de ses nouvelles. Aucune réponse. Le troisième jour, je l'ai appelée après le travail, pour tomber sur sa messagerie vocale. Le quatrième jour, quelque chose avait changé. René n'était pas du genre à abandonner le bureau. C'était elle qui s'excusait d'avoir éternué pendant les réunions. Un tel silence était inhabituel. Je me suis renseigné discrètement sur ses allées et venues. Personne ne semblait avoir eu de ses nouvelles. Un cadre supérieur a mentionné qu'elle avait demandé un congé d'urgence, mais c'était tout ce qu'il savait. Par la suite, j'ai contacté Karen, une administratrice plus âgée qui travaillait dans l'entreprise depuis des années et connaissait bien les affaires de chacun. J'ai gardé un ton décontracté. « Savez-vous où habite René ? J'ai quelque chose à vous dire. » Karen semblait comprendre que ma question était peut-être plus complexe que ce que je lui avais révélé. Elle nota une adresse sur un post-it et me le tendit en me prévenant. « Gardez cela confidentiel. » J'acquiesçai en signe de gratitude. Le lendemain soir, je pris le train pour cette adresse. Le quartier était tranquille, avec ses vieilles demeures, ses jardins ornés de porches et ses arbres bordant la route. Le cœur battant plus fort que je ne voulais l'admettre, je montai les marches de sa maison. L'incertitude m'envahissait. Tout ce que je savais, c'est que je devais la voir pour m'assurer qu'elle allait bien. J'ai sonné une fois, mais je n'ai pas eu de réponse. Prête à partir, j'ai entendu un bruissement sur le côté de la maison. Après le bruit, j'ai trouvé Renée assise sur la véranda, les jambes repliées, emmitouflée dans un pull trop grand et un pantalon ample, les cheveux en bataille. Elle était pieds nus et ses yeux brillaient de larmes. En me voyant, elle s'est arrêtée. « Caleb !» murmura-t-elle doucement, la voix tremblante. « Pourquoi es-tu ici ? Que se passe-t-il » ? J'étais inquiet, ai-je avoué. Tu n'étais pas au travail et tu n'as pas répondu à mes SMS. Elle resta immobile, comme si elle doutait de ma présence. Karen me donna l'adresse. Je suis désolé, mais je ne trouvais pas les mots. Elle cligna des yeux, puis détourna le regard. « Tu n'aurais pas dû venir, » murmura-t-elle. « Même si je te l'avais demandé, je l'ai fait. » Un long silence suivit, puis elle expira doucement. Darren m'a frappé. Mon souffle s'accéléra. Elle acquiesça lentement en guise de confirmation. La nuit dernière, ce n'était pas un coup violent, juste assez. Je me suis installé sur le porche, à côté d'elle, à distance. « Avez-vous appelé quelqu'un ? J'ai appelé la police ? » a-t-elle demandé. Ils ont pris une déposition. Il était parti avant leur arrivée.
J'ai demandé le divorce ce matin. En observant son visage, j'ai cherché des signes de peur ou de remords, mais je n'ai vu que de la fatigue. « As-tu prévenu tes parents ?» ai-je demandé. Elle a secoué la tête. « Pas encore, je ne peux pas. Ils lui font trop confiance. Ils continuent de le voir comme celui qu'ils avaient rencontré 6 ans plus tôt. Je ne sais pas comment leur annoncer qu'il a radicalement changé. Je suis resté un instant sans voix, laissant le silence s'amplifier. On aurait dit qu'elle aspirait à cela plutôt qu'à des mots. Finalement, elle a appuyé la tête contre la rambarde et fermé les yeux. J'avais espéré qu'en attendant suffisamment longtemps, les choses s'amélioreraient. Mais hier soir, j'ai compris que j'attendais un homme qui n'existait plus. « Je suis désolé, » ai-je murmuré. Elle a rouvert les yeux et m'a regardé. « Je ne le suis plus. » Son visage exprimait un mélange de tristesse et de soulagement, comme si elle avait émergé après une trop longue immersion. « Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, » a-t-elle avoué. « J'ai peur, mais je crois avoir pris la bonne décision. »« Tu l'as fait, » ai-je dit, « et tu n'es pas seule. » Elle n'a pas répondu, mais elle a lentement hoché la tête, comme si la vérité s'infiltrait enfin en elle. Nous sommes restés là en silence pendant une durée prolongée, sans projet ni engagement, vivant simplement le présent. Alors que le soleil se couchait et que l'air se rafraîchissait, je me suis levé et lui ai assuré que je serais disponible si nécessaire. Elle ne m'a pas raccompagné. Elle m'a simplement regardé et m'a exprimé sa gratitude. Ce soir-là, je suis parti de chez elle avec des questions plutôt que des réponses. Mais pour la première fois depuis des semaines, je ne me sentais plus impuissante. Quelque chose avait changé, et peut-être, juste peut-être, était-ce l'aube d'une authenticité. Il a fallu près de 2 semaines à René pour reprendre le travail. Durant ces 14 jours, nous sommes restés en contact. Pas toutes les minutes, pas tous les jours, mais suffisamment souvent. Suffisamment pour témoigner de sa résilience. Elle m'envoyait des messages lorsqu'elle se sentait suffisamment forte. Je ne lui mettais pas la pression. Lorsqu'elle avait besoin de solitude, je la lui accordais. Lorsqu'elle cherchait une voix au téléphone à 21h pour discuter d'autre chose que des documents judiciaires ou du silence de la maison, je répondais. Je n'avais jamais vécu de divorce auparavant. Je ne savais pas à quoi il devait ressembler, mais je reconnaissais la douleur quand je la voyais. Je l'avais constaté chez ma mère quand j'étais jeune. Après l'opération cardiaque de mon grand-père, j'ai remarqué cette expression, cette lutte pour rester intacte malgré les fragments épars. Renée reprenait cette expression après son absence, mais elle reprenait peu à peu des forces. À son retour, ce ne fut pas comme dans les films. Pas d'entrée remarquée, ni de retour triomphal. Au lieu de cela, un mercredi pluvieux, elle est entrée, vêtue d'un blazer bleu marine, les cheveux soigneusement attachés, l'air serein. Elle a salué la réceptionniste et quelques personnes, puis s'est installée à son bureau comme si c'était un jour ordinaire. Je suis d'abord restée silencieuse, échangeant simplement un signe de tête avec elle de l'autre côté de la pièce, qu'elle m'a rendu par un sourire sincère, quoique lasse. Plus tard dans la journée, elle m'a envoyé un texto. Dîner vendredi, quelque chose d'ordinaire. Pas de réflexion, juste absolument. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant italien paisible, notre box habituelle au fond, doucement éclairée par de vraies bougies. Elle a opté pour un verre de vin rouge, tandis que j'ai opté pour un thé glacé. Elle semblait moins tendue que je ne l'avais remarqué depuis un moment. Ses yeux étaient cernés, certes, mais ses épaules n'étaient plus aussi raides qu'avant. Elle a ri quand j'ai raconté que notre collègue avait tenté de réinitialiser un ordinateur en le frappant sur le côté. Au début, pendant une 20aine de minutes, nous avons évité de parler de choses sérieuses. Nous avons discuté du café médiocre du cinéma, de sa prise de conscience du bruit nocturne de son quartier sans sa présence. Entre une 2e portion de pâtes et un tiramisu partagé, elle s'est arrêtée et m'a regardé. J'avais envisagé de te poser cette question il y a un mois. A-t-elle révélé ? Mais je ne voulais pas aggraver les choses. Tu ne l'aurais pas fait, ai-je répondu. Je n'étais pas préparé, a-t-elle admis. J'étais perplexe, j'étais en colère et rongé par la culpabilité, comme si j'avais tout raté. Je me suis penché vers elle. Tu n'as pas échoué, Renée. Elle a détourné le regard, a inspiré, puis m'a regardé à nouveau. Parfois, je me réveille encore avec l'espoir de l'entendre dans la cuisine. Mon corps se contracte lorsque mon téléphone sonne, comme s'il criait à propos d'un autre problème. Je déteste ça.
Je déteste comment quelqu'un que j'aimais autrefois m'a façonné ainsi. Elle parlait si doucement que j'ai dû tendre l'oreille pour l'entendre. Tu n'es plus cette personne, lui ai-je dit. Plus maintenant. Après le dîner, nous avons marché plus tranquillement que d'habitude. Aucun de nous n'avait hâte que la soirée se termine. Arrivée à sa voiture, elle s'est arrêtée, clé en main, et a souri. C'était agréable, a-t-elle dit. Ça l'était vraiment. On devrait recommencer, ai-je acquiescé. Elle a hoché la tête, puis a hésité. Je ne suis pas encore prête à sortir avec quelqu'un. Je n'ai pas encore trouvé qui je suis en dehors de ce mariage. J'ai compris. Aucune pression. J'aime simplement être avec toi. Et je pensais chaque mot. À partir de ce soir-là, nous avons commencé à passer plus de temps ensemble, mais avec prudence et considération. Sans étiquette, sans attente. Elle m'a demandé de l'accompagner à une modeste exposition d'art un dimanche après-midi. Je l'ai aidée à déplacer une vieille bibliothèque de sa chambre d'amis alors qu'elle réorganisait les choses. Certains samedis matins, nous prenions un café ensemble. De temps en temps, nous allions nous promener au parc après le travail. Malgré ces difficultés constantes, comme les comparutions au tribunal, les formalités administratives et les discussions difficiles avec ses parents désemparés par le divorce, ils ont progressivement accepté, surtout après que René lui ait révélé suffisamment de vérité pour comprendre. Ils n'ont peut-être pas apprécié, mais ils ne l'ont pas abandonné pour autant. Un soir, après une longue journée, j'ai reçu un message. « Ça te dirait de m'aider à tester mon nouveau canapé. Je t'apporterai des encas. » Armé de maïs soufflé et de root beer, je suis arrivé. Nous avons finalement passé le temps à regarder de vieux épisodes de Fraisier, une série que je déteste habituellement. Mais son rire aux blagues les plus simples me faisait sourire. À un moment, elle s'est assoupie, la tête sur mon épaule. J'ai choisi de rester immobile. La gratitude m'a envahi, non pas parce que je la possédais, mais parce qu'elle m'avait suffisamment confié pour me détendre. Près d'1 an s'est écoulé depuis que j'ai mis les pieds dans ce bureau et rencontré René. De nombreux aspects de ma vie sont restés les mêmes. J'habite le même 2 pièces, je prends le même train le matin, et je m'offre des burritos glacés à outrance quand la fatigue m'empêche de cuisiner. Pourtant, je ne suis plus la même personne, et René non plus. Notre histoire ne s'est pas déroulée comme un épisode grandiose et dramatique, sans baiser passionné sous la pluie ni confession déchirante au bureau. Au contraire, notre lien s'est développé progressivement et discrètement. Il a pris forme dans les espaces entre les mots, dans la compréhension tacite que la vie nous avait usés différemment. Étonnamment, nous nous sommes retrouvés au milieu de cette lassitude. Après la nuit où elle s'est assoupie sur mon épaule, les choses ont subtilement changé. Elles n'ont pas changé rapidement ni publiquement, mais elles ont changé. Nous avons commencé à passer plus de temps ensemble. Ce n'était plus seulement pour des pauses café, des promenades ou l'aider à monter des meubles. Nos rencontres ont pris un sens. René m'a invité à dîner et à préparer des plats à partir de recettes qu'elle n'avait pas touchées depuis des années. Elle a commencé à me surprendre avec des sandwichs pour le petit déjeuner le dimanche. Elle a entamé des conversations par SMS, me souhaitant simplement bonne nuit. Je l'appelais pendant la journée si je savais qu'elle avait un rendez-vous difficile, une routine que nous avions établie ensemble. Et puis un soir, en arrivant chez elle après le travail, elle m'a tendu une modeste boîte blanche. À l'intérieur se trouvait son alliance. « Je ne veux plus la posséder, m'a-t-elle dit. Elle ne reflète plus qui je suis maintenant. » Elle parlait d'un ton neutre, sans la moindre trace d'émotion dans la voix ni le moindre tremblement. On aurait dit qu'elle avait franchi le pas qui la séparait d'une personne qu'elle ne reconnaissait plus. J'ai simplement hoché la tête, sans lui demander ce qu'elle attendait de moi. La bague n'était pas à moi, ni... Cela m'a pris par surprise, non pas par manque de désir, mais parce que je n'aurais jamais imaginé qu'une femme comme elle puisse partager ma vie. Je lui ai demandé si elle en était certaine. « On ne fait plus semblant, a-t-elle répondu. Tu passes 4 nuits ici par semaine. Tu sais où tout est. Ma famille me demande de tes nouvelles maintenant. Tu comptes pour moi, Caleb. Je ne veux pas tourner autour du pot. » J'ai donc emménagé. Au début, c'était étrange de voir ma brosse à dents à côté d'elle, d'avoir un tiroir pour mes chaussettes, d'apprendre sa façon unique de plier les serviettes, de découvrir sa tranquillité en lisant le soir, et son habitude de laisser la lumière allumée sur la véranda même quand je l'annonçais que j'arriverais en retard. Nous avons trouvé un équilibre. Nous avions nos différences. Parfois, elle avait besoin de plus de solitude que je ne le pensais.
et j'ai dû apprendre que l'amour ne nécessite pas de tout rectifier. Parfois, il implique d'écouter, d'attendre, et parfois d'être simplement constant quand l'autre ne le peut pas. Alors, j'ai emménagé. Finalement, ils nous ont invités à dîner. Sa mère m'a chaleureusement embrassé et m'a exprimé sa gratitude. Son père est resté silencieux, mais vers la fin de la soirée, il m'a tapoté l'épaule et m'a demandé quel type d'huile j'utilisais pour ma voiture. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était significatif. Pour l'instant, nous ne sommes pas mariés, même si cela nous convient parfaitement. René a un jour mentionné son désintérêt pour un autre mariage simplement pour répondre aux attentes de la société. Si nous nous marions, ce serait une célébration pour nous plutôt qu'une preuve de quelque chose. Nous habitons actuellement une maison de ville en périphérie, partageant le loyer et les tâches ménagères. Nous allons de temps en temps dans ce restaurant italien et dégustons une root beer ensemble, allongés sur le canapé, devant de vieilles séries. Certaines nuits sont paisibles, d'autres chaotiques, et d'autres encore nous réservent des éclats de rire inattendus. Néanmoins, chaque soirée se termine avec elle à mes côtés, ce qui est suffisant. Un jour, elle a exprimé le regret de nous avoir rencontrés plus tôt. Parfois, lorsqu'elle fredonne faux dans la salle de bain en se brossant les dents ou qu'elle est assise sur son téléphone, les pieds sur mes genoux, je me surprends à ruminer des pensées similaires. Pourtant, ce n'est pas vraiment le cas. Nos chemins se sont croisés à un moment où nous étions tous deux prêts à nous rencontrer. Ni trop tôt, ni trop tard. Le récit de Caleb et René nous offre une leçon profonde. Une véritable connexion surgit souvent de manière inattendue, mais le moment est parfait, à sa manière. Le courage de René, qui a échappé à un mariage toxique et s'est retrouvé grâce au soutien constant de Caleb, nous rappelle que la guérison commence par l'honnêteté, non seulement envers nous-mêmes, mais aussi envers ceux qui nous voyaient vraiment. Leur lien, né de moments silencieux de confiance et de compréhension, démontre que l'amour ne nécessite pas toujours de grands gestes. Il peut être une présence apaisante dans les heures les plus sombres, d'une importance capitale. Ce récit nous encourage à écouter notre cœur, à nous éloigner de ce qui nous mine, et à chérir les relations qui nous aident à grandir et à devenir notre moi le plus authentique. Chérissez ceux qui nous permettent de nous détendre, de rire et de rêver à nouveau. L'admiration discrète de Caleb pour René nous rappelle que le véritable amour est patient, fondé sur le respect mutuel et des moments partagés de compréhension sereine. La vie peut nous blesser, mais elle offre aussi des opportunités de rédemption, si nous avons le courage de les saisir. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans le parcours de Caleb et René ? Avez-vous déjà vécu une relation qui vous a aidé à vous découvrir ? Nous vous invitons à partager vos impressions ci-dessous. Nous attendons avec impatience vos anecdotes personnelles. Si ce récit vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour rejoindre notre communauté et partager des témoignages touchants. Ensemble, continuons à découvrir les leçons profondes de la vie.